J'ai pas les mots, je vais quand même devoir faire une vidéo, bien sûr, mais j'ai pas les mots. C'était tellement fou, les larmes ont coulé hier pendant ce Grand Prix. C'était magique. Nous avons assisté ce week-end au deuxième Grand Prix du Qatar, le deuxième Grand Prix de 2021, et en plus d'avoir eu 3 courses absolument incroyables, on a aussi eu un podium historique en MotoGP. Une course absolument folle en Moto3, un duel psychologique au sommet pour la Moto2 et le top 15 le plus serré de l'histoire dans la catégorie Rennes. Voici le récap de l'un des plus beaux week-ends de Grand Prix de ces dernières années. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau récap, le deuxième Grand Prix du Qatar. Ça y est, c'est passé. Mais alors là, quelle masterclass! Ah déjà on a eu un beau week-end de Grand Prix la semaine dernière, mais alors celui-ci, béni des dieux. Mais le dimanche de course aurait pu se passer totalement différemment si le sable et le vent n'avaient pas cessé de s'abattre sur le circuit. Ah, il n'y avait plus du tout de visibilité et on pensait peut-être même pourquoi pas reporter les courses au lundi. Bon, finalement, ça s'est calmé, tant mieux, et on a pu assister à ces 3 courses. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end de Grand Prix MotoGP, pourquoi pas me dire vos plus, vos moins, et même carrément une note sur 20 si vous voulez. Dites-moi tout ça en commentaire, lâchez votre petit like, bref, c'est parti pour le débrief. La course Moto3 commence mal pour certains puisque c'est un total de 7 pilotes qui doivent s'élancer depuis la voie des stands après avoir reçu une pénalité pour conduite irresponsable lors des essais. Ils prennent donc un départ différé de 5 secondes comparé à ceux sur la grille, c'est donc au total 12 secondes qui les séparent de la tête de la course au moment de s'élancer. Mais pour le départ de la course, le départ de la grille donc, ce n'est pas le poleman et vainqueur du dernier week-end Jaume Masia qui prendra le meilleur envol, mais bel et bien Gabriel Rodrigo, le Cobra argentin. On retrouvera aussi Darryn Binder et Tatsuki Suzuki collés juste derrière lui, mais comme d'habitude, ça ne durera pas très longtemps pour le leader de la course puisque, même pas à la moitié du tour, Darryn Binder reprend les commandes de celle-ci avant de se faire dépasser dans la ligne droite. C'est parti pour le jeu des aspirations. Changement de leader à maintes et maintes reprises, vous connaissez les courses Moto3 maintenant, même si on sentait quand même qu'il y avait 5-6 pilotes qui avaient vraiment le potentiel pour mener cette course. Parmi eux justement, le japonais Kaito Toba, plus motivé que jamais, prêt à récidiver après sa victoire sur ce même tracé en 2019, même s'il était un petit peu parfois dangereux on va dire dans ses dépassements. Et pendant que les tours passaient et que devant ça se bataillait de A à Z, derrière le groupe parti de la voie des stands, il cravachait plus qu'à fond 7 pilotes qui revenaient tour après tour sur un certain Lorenzo Felon qui aura eu malheureusement une course très difficile. Tristement derrière, il n'arrivera pas à suivre le groupe de devant et pire encore, il prendra un long lap pour avoir dépassé trop de fois les limites de la piste, une course à oublier pour notre français. Et en parlant de long lap, Xavi Artigas lui en aura 2 à faire des long laps justement, après avoir mis en l'air 3 pilotes lors du week-end dernier. Il prendra donc son premier long lap assez rapidement mais se retrouvera à la fin du peloton et aura du mal à remonter. Bon, puis les mauvaises nouvelles continuent pour le pilote Léopard puisque quelques tours plus tard, il se fera percuter par Carlos Tataï, fin de la course pour Xavi Artigas. Quelques tours avant la fin, le deuxième groupe parti des stands aura enfin réussi à recoller au premier groupe et parmi eux, il y a un pilote qui se démarque et pas qu'un peu, un certain Pedro Acosta, deuxième lors du week-end dernier, rookie en Moto3, 16 ans, qui lui arrivait à se frayer un chemin entre tous ces pilotes pour aller pourquoi pas titiller ceux de devant. La lutte continue alors que la fin de la course approchait à grands pas. Mais arriver à 7 de front dans un virage, c'est pas toujours évident en Moto3 et ceux qui en feront les frais, c'est Jérémy Alcoba mais surtout John McPhee. En effet, Jérémy Alcoba loupera totalement son freinage, touchant d'abord l'arrière de la moto de Darryn Binder, mais surtout lâchant sa moto sur la tête de John McPhee. Et là, des images qu'on aime vraiment pas voir, chute des deux pilotes, John McPhee qui se relève et commence à en venir au point avec Jérémy Alcoba. À mon avis, la direction de course va pas tellement aimer. Un petit peu plus tard, c'est au tour d'Adrian Fernandez et Carlos Tataï de partir à la faute avant que Sergio Garcia ne fasse la même et crée un écart entre les 5 pilotes de devant. Une lutte de folie dans ce dernier tour et on se demandait qui allait pouvoir gagner. La réponse, elle est là et elle est simple. Pedro Acosta, le rookie de 16 ans parti de la voie des stands, 12 secondes de retard au premier tour, vient s'imposer sur ce Grand Prix du Qatar après une course légendaire devant Darryn Binder, toujours aussi solide, et Nicolo Antonelli qui retrouve enfin le podium. Une course de folie en Moto3 comme toujours avec notamment la 11e place du Suisse Jason Dupasquier ainsi que la 20e place du Français Lorenzo Felon. La course Moto2 était tout aussi impressionnante que la course Moto3 mais dans un tout autre registre aussi. Peu d'action, peu de dépassement, mais une guerre psychologique entre 4 pilotes, disons le même, entre 2 pilotes à la fin, un duel 1 contre 1 entre Sam Lowe et Rémi Gardner. Voici le récap de la Moto 2. Bon, le récap, vous vous en doutez bien, comparé à la Moto 3, il sera quand même beaucoup moins long, parce qu'il s'est passé beaucoup moins de choses. Dès le départ de cette course, c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui fera le meilleur envol, suivi de très près par Sam Lowe, ainsi que les 2 pilotes KTM, Rémi Gardner et Raúl Fernandez. C'est d'ailleurs ce groupe-ci qui sera plus fort que les autres et qui très rapidement arrivera à créer un
écart avec le reste du plateau. Sam Loves décidera de passer l'Italien quelques tours plus tard et ne lâchera plus les rênes de la course, bref, du grand Sam Loves quoi. Mais Rémi Gardner et Raúl Fernandez n'étaient vraiment pas décidés à laisser Sam Loves s'imposer une nouvelle fois. Ils voulaient absolument le rattraper et ils se débarrasseront très vite de Marco Bezzecchi pour tenter de partir à la chasse au pilote Marc VDS. Mais bon, pour suivre Sam Loves quand il est dans cet état-là, c'est-à-dire quasiment intouchable, il faut beaucoup de niveau et donc beaucoup d'expérience. C'est pour ça que seul Rémi Gardner arrivera à suivre Sam Loves et non Raúl Fernandez, même s'il fera une excellente course. Derrière, on avait un peu plus de mouvement et surtout des chutes. À commencer par celle de l'américain Joe Roberts qui se fera piéger tout seul comme un grand et aussi celle d'Aaron Canet qui vit un début de saison assez difficile. On retrouvera aussi dans les graviers Jake Dixon et Marcel Schroeter suite à un accrochage et aussi l'expérimenté Tom Luthi qui vraiment n'y arrive plus du tout. Et pourtant Tom Luthi c'est pas le dernier normalement au Qatar. Derrière, une lutte était aussi en place avec le rookie Ayogura qui a fait d'ailleurs une très belle course ainsi que Fabio Di Giannantonio. Finalement Fabio Di Giannantonio ça a été un petit peu plus dur pour lui et il laissera l'avantage à Ayogura, il terminera même à la 10e position ce qui est bien dommage. Devant rien ne bouge, pas de dépassement mais comme je vous l'ai dit une guerre psychologique absolument incroyable. On sentait toute la tension et surtout le niveau de ces hommes. Des trajectoires absolument impeccables, des freinages aussi tardifs que possible et surtout le premier des deux qui commettait une erreur laissait l'autre gagner. Sam Loves contre Rémi Gardner. Mais pour le coup, aucun des deux ne commettra une erreur et quand c'est comme ça, Sam Loves est intouchable et il viendra d'ailleurs s'imposer sur ce Grand Prix du Qatar, suivi de l'excellent Rémi Gardner qui aura absolument tout donné, ainsi que le rookie Raúl Fernandez qui aura été auteur, encore une fois, d'une magnifique course. Comme je vous l'ai dit, une course plutôt calme sur la piste, mais ça devait être un tourbillon de l'enfer dans la tête de ces pilotes-là. Ça se jouait vraiment au millimètre près. Sam Loves aura été le meilleur. Bon, passons à la MotoGP et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il sera difficile de faire mieux pour la MotoGP si on est fan des pilotes français. Et c'est simple, la dernière fois qu'on verra deux Français sur le podium en catégorie reine, c'est en 1954, mesdames et messieurs, au Grand Prix de Reims, chez moi en plus, donc ça fait plaisir, suite à la victoire de Pierre Monneray et de la 3e place de Jacques Collot. Mais c'était pour la 1re et 3e place, alors que nous, ce week-end, on a assisté à la 1re et 2e place, le doublé le plus parfait en France, que ce soit Quarta ou Johan devant, de toute façon, 1er et 2e, c'est une masterclass pour nous. Puis pour continuer un petit peu dans les records, sachez qu'on vient d'assister au top 15 le plus serré de l'histoire sur ce Grand Prix du Qatar. Les 15 premiers se tenaient en un petit peu moins de 9 secondes, c'est absolument insane. Avec le départ incroyable que Jorge Martin avait fait lors du Grand Prix précédent en passant de la 14e à la 4e place, il était normal de se demander comment ça allait se passer pour lui maintenant qu'il avait fait la pole position. Et ça n'a pas manqué, dès le départ, il partira comme un boulet de canon faisant le hog shot juste devant Johan Zarco, lui aussi auteur d'un bon départ, et l'étonnant Alex Espargaro et sa Aprilia qui aura fait vraiment un Grand Prix très solide. Derrière eux, on retrouvait aussi l'étonnante KTM de Miguel Oliveira, les KTM qu'on n'avait pas vu encore briller dernièrement, et ça ne durera pas très longtemps pour le Portugais qui se fera doubler tour après tour, pilote par pilote et marque après marque. Plus tard dans la course, tout le monde essayait d'attaquer Johan Zarco, mais sans réel succès, notamment grâce au fait que la Ducati est absolument insane en ligne droite et déboîte toutes les autres motos. On retrouvait aussi du côté d'Alex Espargaro un pilote qui arrivait à contenir les assauts, qui arrivait même à contenir les Ducati parfois en ligne droite. C'est qu'elle marchait cette Aprilia et je pense qu'il y a vraiment un potentiel et qu'elle peut vraiment aller accrocher un top 5 cette année. Mais bon, ça ne durera aussi qu'un temps, plus la course passait, plus c'était difficile pour Alex Espargaro qui aura tout donné avec sa Aprilia et qui échouera à la 10e position à la fin de ce Grand Prix. Côté Suzuki, les attaques d'Alex Rins étaient de plus en plus menaçantes. Il fallait agir et trouver une solution parce qu'on sait que les Suzuki, normalement, en fin de course, elles sont très féroces. Et là, vu le départ qu'elles ont fait, on pouvait commencer à s'inquiéter. Pourtant, ni Alex Rins ni Joan Mir n'arrivera à finir sur le podium sur ce Grand Prix. Bon, pour Joan Mir, c'est un petit peu une toute autre histoire. Il aura fait des dépassements plutôt musclés sur Jack Miller. Le problème, c'est qu'on ne dépasse pas Jack Miller de façon musclée impunément. L'Australien ne tardera pas à lui rendre la monnaie de sa pièce avec une action encore plus risquée, encore plus musclée et je dirais même dangereuse, allant même jusqu'à le percuter en pleine ligne droite et à cause de ça, ils perdront le contact avec le groupe de devant. Bref, devant les places s'échangeaient encore et encore, sauf pour un pilote, Jorge Martin, qui menait la course déjà depuis 18 longs tours. Et c'est plutôt pas mal quand on sait qu'il est rookie dans cette catégorie et que le week-end dernier il s'était écroulé tour après tour. On assistait aussi à un retour de Francesco Bagnaia avec sa Ducati qui emmenait avec lui Fabio Quartararo mais aussi Maverick Viñales. Mais dans cette équipe Yamaha, seul le français arrivera à se frayer un chemin parmi tous ces pilotes. Viñales restera bloqué derrière le groupe et n'arrivera pas à dépasser pour rejoindre la tête de course. Fabio lui arrivera à se frayer un chemin jusqu'au podium, profitant aussi de l'agitation créée par Mir et Miller. Il doublera d'abord la Ducati de Francesco Bagnaia, puis s'attaquera à celle de son compatriote Johan Zarco et on a assisté à un petit duel à la française dans les règles, c'était génial. Une fois ces deux-là doublés, il fallait aller chercher le leader de la course, Jorge Martin, et ça Fabio,
il y arrivera. Il prendra même une petite avance, de quoi se mettre bien à l'abri des assauts de la Ducati en pleine ligne droite, sauf que derrière, Johann Zarco, il voulait pas se contenter d'une 3e place. Il se disait que la 2e, voire la victoire, c'était faisable. Mais ce sera un petit peu compliqué pour Johann Zarco déjà de doubler ne serait-ce que Jorge Martin, et il y arrivera cependant dans le dernier tour et même dans la ligne droite, venant prendre cette 2e position. Au final, cette course, on retrouvera donc la victoire française de Fabio Quartararo, suivi de Johann Zarco, ainsi que Jorge Martin, ce podium historique, cette course historique qui nous a tant fait vibrer. Derrière, ce sera Alex Rins et Maverick Viñales qui compléteront ce top 5 respectivement dans cet ordre. Ah, et on notera d'ailleurs que le top 10 se tient en à peine plus de 5 secondes, on se croirait dans une course Moto 3. Quelle course vraiment mes amis, on a vécu un week-end fabuleux, un week-end incroyable et vraiment je pense qu'on s'attendait pas à voir une masterclass à la française ce week-end. Pourquoi pas voir Fabio gagner, Johann gagner, mais là le doublé français, je sais pas si vous vous imaginez à quel point c'est historique, à quel point on peut en être fier vraiment et à quel point aussi on peut être un peu chauvin. Bref, en tout cas j'espère vraiment que cette course vous a plu, j'espère vraiment que vous avez apprécié le plus beau sport du monde en compagnie de Canal+, en compagnie de vos proches aussi, qu'importe avec qui vous l'avez regardé. Merci pour cette course, merci la Dorna, merci la MotoGP. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous jeudi pour une vidéo sur les Ducati. Pourquoi sont-elles si rapides? Pourquoi sont-elles si puissantes? On aura la réponse dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.